Salut la bande de nazes. Alors aujourd'hui on va parler des cartes graphiques, les RTX 4000, des Godzilla de puissance. Elles vont dégager chez vous tellement de chaleur, vous allez voir, ça va déménager. Monsieur Wang, une petite question en passant. Dans votre charte environnementale, il y a écrit chez Nvidia que vous vous engagez à contrôler les économies d'énergie sur vos cartes graphiques et à travailler en permanence pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est le cas avec vos RTX 4000 ? Lucette, dis-moi, on a vraiment écrit des trucs aussi stupides? C'est qui a pondu ça chez Nvidia? Je crois que c'est vous, monsieur Wang, qui avez pondu ça. Je suis désolé, hein. C'est pas grave. De toute manière, qui se fout des arbres, des oiseaux et des petites fleurs et des glaciers, franchement? C'est des gamers. Et puis de toute manière, personne peut nous reprocher quoi que ce soit, puisque vu qu'on n'a aucune carte qui est produite et qui est vendue. Alors, hein, qu'est-ce que vous dites de ça? Je suis ton père. Bon, ok, j'ai essayé, hein, voilà, j'essaye de me faire embaucher avec ma voix de baryton. Comme vous avez vu, je suis pas encore guéri, loin de là même, c'est la descente aux enfers. Grâce à ce beau temps qu'on a sur Grenoble, eh oui, magnifique. Alors il faut monter en hauteur pour avoir du beau temps, parce que l'avantage de Grenoble, c'est que vous savez, c'est des grands couloirs, des grandes vallées, et quand les nuages s'installent et qu'il n'y a pas de vent, bah les nuages, ils plantent les piquets de tente et ils restent. Donc on a une jolie couche de nuages sur la tête, et mon angine n'est pas près de guérir. Bah vous allez profiter de cette belle voix pendant encore quelques temps. Alors on va parler de quoi? Ben, on va parler bien entendu de la Steam Deck. Et oui, la Steam Deck, bien entendu. Alors côté un peu technique, on va même rentrer un peu dans la technique pour voir si elle vaut le coup finalement, je vais dire ce que j'en pense, ses limitations, ses avantages. Et vous verrez que par exemple ce n'est pas du tout une console, ce n'est pas du tout l'équivalent du Nintendo, ce n'est pas du tout l'équivalent d'une PS5, Xbox Series X ou S, c'est un mini PC et donc ça a des avantages mais aussi des inconvénients. On va parler également en parallèle des futurs RTX 4000 Nvidia. Et oui, les cartes qui vaudront 3 fois le prix. Bon, enfin, on verra. Hein. Les cartes dont on ne verra jamais la couleur aussi, peut-être. Et là, je précise, les RTX 4000, attention, ce n'est pas des quadros, c'est des GeForce, bien entendu, qui vont venir fin 2022, début 2023. Alors, vous avez vu l'arrivée bientôt de la Steam Deck. Enfin, bientôt, hein, on va attendre, c'est en précommande. Est-ce que cette petite console est intéressante ? Alors, on va regarder côté technique déjà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, dedans, il y a, effectivement, c'est très intéressant. D'ailleurs, Digital Foundry a fait un comparatif que je voulais faire. Ils m'ont piqué l'idée. Voilà, c'est pas du joli, ça. Hein. En fait, oui, je voulais faire la comparatif, moi aussi, avec la Xbox Series S. Parce que c'est assez similaire, pour pas dire très similaire. En fait, il y a un APU AMD, comme vous le savez, dans la Steam Deck, tout comme dans la Xbox Series S, bien entendu. Et cet APU, alors il n'est pas équivalent à la Xbox Series S, mais disons que c'est le plus proche en termes de puissance vis-à-vis de la Xbox Series X ou de la PS5. Et donc c'est intéressant de faire ce comparatif. Alors qu'est-ce qu'on a comme comparatif? Eh bien on a pour le CPU 4 cœurs et 8 threads contre le double dans la Xbox Series S. C'est-à-dire quand même le CPU de la Xbox Series S est quand même bien plus musclé, il faut être honnête. Mais ce qui est intéressant et que peu de monde ont noté quand même, c'est que du côté de la Steam Deck, on tournerait entre 2,4 et 3,5 GHz, alors que c'est fixe 3,6 GHz côté Xbox Series S. Et 2,4 à 3,5 GHz, et d'ailleurs pour le GPU c'est pareil, on en parlera après, fréquence variable, ça vous rappelle pas quelque chose? Eh oui, c'est plutôt la philosophie de la PS5, avec ses fréquences variables en fonction de la charge de travail. Une technologie d'ailleurs qui avait été utilisée dans les PC portables, je vous le rappelle, c'est-à-dire que finalement PlayStation, ils ont utilisé une technologie qui existait déjà, qui avait déjà été initiée par AMD pour faire des économies, effectivement, en termes de puissance, en termes d'énergie, pour refroidir moins la console PS5 si nécessaire, je vous rappelle, ça permet de maîtriser le bilan énergétique plus facilement. Et donc, eh bien, on retrouve ça, bien entendu, ce qui est logique dans la Steam Deck, parce qu'effectivement, c'est une console portable, donc elle doit consommer le moins possible. Alors, on va continuer côté GPU. Côté GPU, on a un GPU qui aurait apparemment 8 core units contre 20 core units dans la Xbox Series S, c'est quand même beaucoup plus. La fréquence, par contre, on irait de 1 GHz à 1,6 GHz contre 1,53 ou 56 GHz côté Xbox Series S. Donc un tout petit peu moins, par contre, une fréquence fixe.
Ce qui donne, quand on fait un calcul basique, mais un calcul intéressant, parce que souvent on parle de teraflops, et les teraflops, comme je vous l'ai expliqué, ça ne veut rien dire si vous ne prenez pas en compte l'architecture. Si c'est une architecture différente, ça ne veut pas dire grand chose. Or là, l'architecture c'est du RDNA2 dans les deux cas, et je suis à peu près sûr que AMD ont fait un design très proche en termes d'APU de ce qu'il y a dans la Xbox Series S, X et peut-être même PS5. Ce qui veut dire qu'on peut faire un comparatif teraflop là. Et en l'occurrence, on a 4 teraflops côté Xbox Series S, versus 1,6 au maximum, de 1 à 1,6 teraflops côté cette petite Steam Deck. Alors vous allez me dire, bah dans ces cas-là, il y a un problème, parce que 1,6 teraflops, elle va rien dégager par rapport à la Xbox Series S. Oui, mais n'oubliez pas une chose, c'est l'écran. Et oui, on a un écran qui fait 1280p sur 800p, bah, pour la Steam Deck, un écran portable. Alors que du côté de la Xbox Series S, on parle souvent de Full HD, c'est-à-dire que c'est une console qui est taillée pour le Full HD, voire le Quad HD, c'est-à-dire 1920 sur 1080p. Si vous faites le calcul du nombre de pixels que la Xbox Series S doit gérer en temps réel, on est à 2,07 millions de pixels, contre 1,2 million de pixels côté Steam Deck. C'est-à-dire que finalement, elle a quasiment, et même plus, 2 fois moins de pixels à gérer en temps réel. Donc si on multiplie ça, on arrive à peu près à 3,2, 3,4 teraflops en équivalence des 4 teraflops de la Xbox Series S. D'autant plus qu'elle a un avantage, par contre, un avantage sur la Xbox Series S, qui est intéressant, c'est la mémoire. Et oui, il y a quand même 16 Go de mémoire, DDR5, hein, bien entendu, mais 16 Go de mémoire, qui tournerait en plus à une fréquence peut-être légèrement supérieure à la fréquence de mémoire de la Xbox Series S. Alors les chiffres sont à vérifier bien entendu, hein, on verra, mais elle tournerait normalement à 2,5 GHz, la mémoire de la Steam Deck, versus 1,75 GHz, alors c'est la fréquence de base hein, des mémoires, parce que normalement c'est multiplié par 2, je vous rappelle que c'est de la DDR, donc c'est multiplié par 2, il y a 2 instructions par cycle d'horloge, mais à 1,75 GHz côté Xbox Series S. Donc une mémoire un peu plus rapide et plus de mémoire, c'est très intéressant pour la suite, vous allez comprendre. Alors on dispose de plein de choses intéressantes dans cette console, bien sûr un USB type C, mais ce qui est le plus intéressant c'est le système d'exploitation. Et oui, parce que c'est bien beau d'avoir une console qui est pas une console, je vais le préciser après, mais qui est un mini PC, c'est très important, c'est très intéressant d'avoir ce mini PC, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, il y a le SteamOS 3.0 qui est à l'intérieur de Valve, hein, bien entendu, développé par Valve, avec une couche ProtonDB, qui en plus permet quoi? Eh bien, c'est un peu le traducteur, c'est-à-dire que ça permet théoriquement, si vous avez un monde Windows, vous rentrez un jeu Windows, vous rentrez une application Windows, et bien ce ProtonDB va automatiquement traduire, il va tout faire lui-même pour que ça devienne compatible avec la couche Linux, parce que c'est du Linux qu'il y a dans cette console. Oui, sauf que là, le premier défaut apparaît. En effet, il faut savoir que ProtonDB ne fait pas tout. Il y a certains jeux qui marchent très bien, surtout des jeux solo. Par contre, les jeux en multijoueur, quand il y a un système anti-triche, eh bien ça ne marche pas actuellement. Alors Valve travaille pour essayer de normaliser le maximum de jeux multijoueurs, mais pour l'instant, il faut savoir que par exemple Apex ne marche pas. Le système anti-triche l'empêche. Et ça peut être le premier écueil pour cette Steam Deck, parce que si dans l'avenir ça ne marche toujours pas, il y a beaucoup de joueurs qui font du multijoueur, hein. C'est le top en termes de jeu, en termes de nombre de joueurs, vous le savez très bien, hein. Et donc tous ces joueurs se détourneraient de cette console, ce qui serait quand même pas très bon pour la Steam Deck pour son avenir. Donc c'est important que Valve réussisse à incorporer tous les jeux multijoueurs, les Apex, les Fortnite et tout ce que vous voulez, de façon à ce que ces gens-là puissent continuer à jouer de chez eux à, par exemple, en vacances. Oui, mais il y a une solution, et oui, il y a une solution, parce que c'est un mini PC, ne l'oubliez pas. On peut d'ailleurs brancher tout ce qui est Bluetooth, par exemple, on peut le brancher, ça marche avec cette console. Elle reconnaît les casques, les micros, elle reconnaît bien entendu les claviers Bluetooth, les souris, etc. etc. C'est très important de le préciser. Bien entendu, vous pouvez brancher également de façon classique par USB un clavier, une souris, etc. etc. C'est un mini PC quelque part, c'est assez intéressant. Mais surtout, le plus important, et ce qui est peu dit, c'est que vous pouvez mettre votre propre système d'exploitation dedans. Alors, ce sera à vérifier bien entendu, mais ça a été dit hein, d'ailleurs par Valve, vous pouvez enlever le système d'exploitation SteamOS 3.0 et mettre Windows par exemple, directement. Ce qui veut dire que DirectX 12, géré par ProtonDB, ça gère ensuite Vulkan, ça fait une compatibilité entre DirectX 12 et Vulkan.
Proton, hein, ça traduit quelque part, et bien là ce serait directement DirectX 12 que vous auriez, et oui, et vous auriez directement le Game Pass et tout ce que vous pouvez imaginer, le xCloud par exemple, pour ceux qui s'intéressent au monde de Xbox. Donc ce n'est quand même pas inintéressant. Après il faudra voir en termes de garantie si vous avez le droit de le faire, etc. etc. Mais c'est très important de se mettre ça en tête, c'est un mini PC. Et c'est là où je voulais en venir, ce n'est pas une console. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est son avantage et son défaut à la Steam Deck. Son avantage parce que comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez finalement l'utiliser comme un PC. Alors c'est moins pratique, hein, mais après tout, vous branchez un clavier, vous branchez une souris, vous branchez un écran, et voilà. Et vous avez la puissance de la Steam Deck pour pouvoir faire du traitement de texte, de la messagerie, tout ce que vous voulez. Donc c'est un mini PC, ça ne fait pas que du jeu. C'est son défaut aussi, et ben oui, parce qu'une console comme la Nintendo OLED, auquel elle est beaucoup comparée, eh bien oui, mais c'est différent. La Nintendo OLED, c'est un système d'exploitation fermé, avec bien entendu des kits de développement, comme la PS5, comme la Xbox Series X. Prenons par exemple la PS4. La PS4 2013, je prends bien la PS4 de base 2013 et aujourd'hui jusqu'à maintenant, et il y a encore des jeux, des exclus qui vont sortir. On a un peu critiqué ça d'ailleurs des fois, des jeux qui vont sortir encore sur la PS4, comme Horizon Forbidden West, je vous rappelle qu'il va sortir dessus, et qui tournera très bien. Certes, le jeu en termes de qualité ne sera pas équivalent à la PS5, c'est sur PS4, mais il sera sûrement aussi bon que Zero Dawn, voire même un petit peu meilleur. Et il était déjà très beau sur PS4. On aura probablement aussi Ragnarok, vous savez, God of War, qui va sortir sur PS4. Ça veut dire, en 2022, ça veut dire une durée de vie de 9 ans. Une durée de vie de 9 ans sur les consoles, parce que c'est des systèmes maîtrisés, des systèmes qui restent constants. Et en plus, les jeux qu'on a au départ sont généralement moins bons que les jeux qu'on a à l'arrivée, parce que, bien entendu, les développeurs ont appris à maîtriser les kits de développement et à fouiller dans les entrailles des consoles pour en tirer le meilleur. Enfin, les développeurs qui le veulent, parce que certains se contentent du kit de développement. Et bien ça, vous ne l'aurez pas dans la Steam Deck. Et non, la Steam Deck, c'est un PC portable, ça veut dire comme les PC, quand il y aura des nouvelles cartes graphiques, par exemple les RTX 4000 dont on va parler, et puis après les RTX 5000 dans encore 4 ans, et bien petit à petit, les jeux vont évoluer, vont devenir de plus en plus gourmands, et la Steam Deck, elle sera figée, et donc elle aura peut-être un petit peu plus de mal à faire tourner des jeux dans 3, 4 ans, 5 ans. Oui, sauf que, bien entendu, vous pouvez me rétorquer, et à raison, que comme les PC, après tout, c'est une console portable, je le reprécise, et donc vous pouvez diminuer, par exemple, l'anti-aliasing, vous pourrez éliminer le ray tracing, qui sera peut-être inutile sur ce genre de console, avec un écran 7 pouces, et donc vous pourrez toujours continuer à jouer dans 4-5 ans en diminuant un petit peu certains facteurs qui seront augmentés sur les desktops dans 3-4 ans, 5 ans, 6 ans. Et c'est tout à fait vrai. Le deuxième facteur aussi qu'on peut prendre en compte, c'est que vous pourrez jouer en cloud. Et oui, bien entendu, elle se connecte. Vous pourrez très bien jouer en cloud sur votre console et continuer à profiter au maximum des jeux les plus gourmands, comme par exemple Cyberpunk 2077 aujourd'hui. Alors parlons du prix, oui, parce que le prix c'est important. Il est lié au stockage, c'est pour ça que j'ai pas parlé du stockage. Le stockage, soit c'est de la flash 64 Go, soit vous avez un SSD 250 Go ou 512 Go. Alors le prix pour la 64 Go c'est 420 €, c'est 540 € pour 256 Go de SSD, et c'est pour 512 Go de SSD, c'est 680 €. Ce qui fait quand même une belle somme, avec en plus un traitement anti-reflet spécifique pour le plus haut de gamme. Alors c'est à la fois cher et à la fois pas cher. Si vous comparez bien entendu à une Xbox Series S qui ne fait pas tout à fait la même chose, hein, ce n'est pas une console portable, bien qu'il y ait un écran qui existe, j'en parlerai, pour la rendre portable, enfin semi-portable, hein, un petit peu comme un PC portable si vous préférez, pour l'amener en vacances. Et c'est assez intéressant cet écran, ça vous rend une Xbox Series S presque portable, vous pouvez l'amener en vacances, vous avez l'écran qui se déplie par-dessus, et ça vous permet de jouer par exemple, si vous êtes en vacances, si vous n'êtes pas sous tente, hein, parce qu'il faut la brancher, hein, la Xbox Series S, mais ça vous permet de l'amener à différents endroits. Vous n'allez pas jouer avec une Xbox Series S dans le train par exemple, ça va être plus difficile. Mais tout de même, elle coûte moins de 300 €, et comme je vous l'ai expliqué, peut-être même qu'un jour elle coûtera 250 €, peut-être à la fin de l'année. Donc par rapport à une console, si on prend la 512 Go, oui, pour avoir le même stockage qui coûte quand même 680 €, c'est pas tout à fait le même prix pour la Steam Deck. Oui,
Mais si on regarde par exemple le fameux 4700S qui est vendu en Chine, vous savez, ce petit PC qui est, paraît-il, fabriqué à partir des APU un peu défectueux sur le GPU, je vous ai expliqué, de la PS5, et que vous associez une GTX 710, oui 710, vous avez bien entendu, avec 16 Go de mémoire, eh bien l'ensemble coûte 520 €. 520 € avec un disque en plus, si je ne me trompe pas, de 120 Go SSD. On n'est pas du tout à 512 Go de SSD. 520 €. Si vous comparez la version qui fait 250 Go à 540 €, bah, la Steam Deck s'en sort plutôt bien mieux parce qu'elle est plus puissante. Oui, là on est au-dessus, largement au-dessus en RDNA 2 avec cette console. En termes d'utilisation, elle est bien plus malléable, je pense, et surtout, elle possède un écran et une batterie. Elle est totalement autonome. Donc pour ce prix-là, moi je préfère largement prendre une Steam Deck, quitte à transformer en mini PC, plutôt que de prendre une 4700S, comme je vous l'ai expliqué, par exemple à 520 €. Oui, mais toujours pareil, vous pouvez trouver quand même des Acer Nitro PC portable 17 pouces, donc c'est plus 7 pouces, c'est 17 pouces, alors c'est moins portable qu'une console, toujours pareil, effectivement, ça dépend de l'utilisation que vous voulez faire, mais ce Acer, par exemple, Nitro, avec 16 Go de mémoire, avec un SSD de 512 Go également, avec une carte graphique GTX 1660 Ti, 6 Go, c'est quand même pas négligeable, c'est une très belle carte graphique, hein, qui je pense marche mieux que ce qu'il y a dans la Steam Deck, en l'occurrence, à vérifier bien entendu. Eh bien ce PC fait 880 € avec clavier, etc. etc. Alors oui, c'est 200 € de plus que la version 512 Go de la Steam Deck, mais c'est quand même pas la même utilité, et c'est quand même pas la même facilité pour utiliser tous ces logiciels de façon portable, de façon en tout cas mobile. Donc vous voyez, tout dépend vraiment de l'utilisation que vous voulez faire de votre Steam Deck. Mais oui, pour moi c'est une console qui est quand même assez au juste prix, c'est-à-dire qu'effectivement, même pour 680 € avec un disque, je vous répète, de 512 Go en SSD, eh bien, que vous pourrez transformer en mini PC, ben écoutez, c'est pas si loin du prix qu'on pourrait attendre finalement, et donc c'est assez intéressant. Alors il y a un dock qui va bien entendu avec cette Steam Deck, mais elle ne sera pas fournie avec, c'est-à-dire que le dock, il faudra l'acheter indépendamment, et on ne sait pas combien ça coûte. Il sera Ethernet, HDMI et USB. On a des USB, on a un DisplayPort 1.4 qui nous permet de brancher des écrans dessus. Donc il y a plein de choses intéressantes en termes de connectique. Wi-Fi bien entendu. Et vous pouvez avec le DisplayPort brancher un écran. Ce n'est pas négligeable non plus. Je me pose quand même des questions également. Comment ils vont faire, on va dire, le passage de 720p à 4K, c'est assez important. Donc dans ma prochaine vidéo d'ailleurs, je parlerai des essais qu'a fait Olivier, très intéressants encore sur le FSR, parce que je vous rappelle que c'est une puce AMD, donc le FSR est tout à fait approprié pour être utilisé avec cette Steam Deck en l'occurrence, mais ça risque quand même peut-être un peu de piquer les yeux. On verra ce que ça va donner, si effectivement le FSR est suffisant, et s'il est utilisé, entre parenthèses, on verra en fonction de ce que vont faire les développeurs. Alors venons-en à cette news comme quoi il y aurait des RTX 4000 qui vont bientôt débarquer, enfin bientôt fin 2022, début 2023, des GeForce, je vous précise, pas des Quadro, des GeForce qui vont débarquer avec une puissance estimée pour une 4090 qui est le double à 3090. Alors pourquoi je dis non avec un point d'exclamation? Je ne dis pas non pour la news parce que la news est vraie. Oui, tous les 2 ans, Nvidia change d'architecture et tous les 2 ans, regardez le passé, ils proposent de nouvelles cartes graphiques. Il y a effectivement un peu plus de 2 ans maintenant, ils avaient proposé les RTX 2000, là ils ont proposé les RTX 3000. Dans 2 ans, ils proposeront Ada Lovelace, vous savez, la nouvelle architecture, et des RTX 4000. C'est comme ça qu'ils avancent Nvidia, ils veulent faire le rouleau compresseur pour résister à la concurrence de AMD et bientôt de Intel. Oui, mais pourquoi je dis non? Eh bien je dis non parce que cette carte-ci, elle fait vraiment 2 fois la puissance de la RTX 3090, la RTX 4090. Elle va passer en 5 nanomètres en process, donc vous allez gagner potentiellement entre 8 nanomètres et 5 nanomètres. 8 nanomètres actuellement pour les RTX 3000, demain 5 nanomètres pour les RTX 4000. Vous allez gagner à peu près, à transistor constant, c'est important, 23% à 30% en termes d'efficacité énergétique. Ça consommerait à transistor constant 30% de moins que les cartes actuelles. Par exemple, une RTX 3090 consommerait 30% de moins. On passerait ainsi de 350 watts en TGP max à 274 watts.
donc ce serait intéressant. Et, alors c'est plutôt où, hein, je vous ai dit, c'est un partage entre les deux, mais on va dire et, on gagnerait 15% en termes de rapidité, c'est-à-dire qu'on pourrait augmenter la fréquence de 15% tout en conservant ce bilan énergétique, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas grave, on va le dire que oui, ce qui fait qu'on consommerait donc 274 watts avec 15% de puissance supplémentaire. Très intéressant. Oui, sauf que s'ils veulent gagner beaucoup plus, ils vont devoir augmenter le nombre de transistors. Je vous explique, les architectures, vous savez, c'est du hardware finalement. C'est-à-dire que par exemple, le ray tracing, ils ont mis des RT Core à l'intérieur pour transformer quelque chose qu'on faisait par le soft en hard. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça par le hardware, par les transistors, vous mettez beaucoup moins de cycles d'horloge pour le faire que quand vous le faites par le soft. Ça veut dire beaucoup plus rapidement, donc une efficacité accrue en termes de puissance. Ada Lovelace n'échappera pas à cette règle, et bien entendu, ils vont augmenter le nombre de transistors, pour augmenter les core units, pour augmenter les ray tracing, les RT core, pour augmenter les tensor core peut-être, et peut-être inclure aussi d'autres fonctions qui étaient faites, pour le graphique, hein, qui étaient faites en partie en software, en hardware. Ça va permettre donc d'augmenter la puissance de la carte. Oui, mais c'est des transistors en plus. Si vous voulez doubler la puissance qui est actuellement de 36 teraflops. Alors 36 teraflops en FP32, je précise, hein, sur cette carte, si vous voulez doubler la puissance, il va falloir mettre des transistors en plus. Eh bien j'ai calculé le nombre de transistors nécessaires, ce serait 70% de transistors supplémentaires, et oui, 70% de transistors supplémentaires, si on tient compte en plus des 15% de la fréquence d'horloge qui est augmentée, ce qui veut dire qu'on arriverait à peu près, attention, à peu près, avec les 30% de diminution d'énergie, on arriverait entre 400 et 425, 430 watts de TGP. Eh bien moi je dis non, je dis à un moment donné il faut arrêter, je veux dire, on peut gagner en puissance, mais il faut se débrouiller pour gagner aussi en énergie. On se plaint de cette planète qui consomme de plus en plus, on va avoir des PC avec des cartes, alors bien sûr c'est le haut de gamme de Nvidia, mais avec des cartes qui vont consommer chez vous 420 à 450 watts au pire, on peut imaginer 450 watts au pire, rien que la carte graphique. Vous allez avoir un chauffage ambulant à côté de vous. Eh bien moi je dis ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut réfléchir et il faut trouver des solutions pour consommer moins en ayant au moins la même puissance, voire un peu plus de puissance, mais savoir réguler. Or, Nvidia, il ne veut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'en face, ils ont AMD et AMD va faire exactement la même chose. Et tant qu'il n'y aura pas un accord commun pour dire ok, on ralentit un petit peu quand même parce que c'est un peu exagéré, ça devient un peu n'importe quoi, eh bien on ira vers le mur, toujours, et on s'en plaindra après, bien entendu, mais on se plaindra d'avoir des puissances exagérées dans les PC, mais malheureusement, on continue. Regardez la courbe de consommation des cartes graphiques, malgré la puissance qui, elle, explose, et ça c'est vrai, la puissance est vraiment bien accrue par rapport aux anciennes cartes graphiques, oui, mais le TGP aussi, il augmente doucement et tranquillement, et ça, pour moi, ce n'est pas normal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien entendu, je vais en rester là sur ces cartes graphiques, car on n'a pas beaucoup plus d'informations. On verra si tout ça se vérifie, mais visiblement, les leakers qui ont sorti ça sont assez fiables, d'après ce qu'on dit. Je me méfie toujours, hein. Et si c'est vrai, on aurait donc des cartes graphiques beaucoup plus puissantes, ce qui est logique, mais avec une consommation bien accrue, et c'est bien dommage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!